Au sujet de mes influences, on peut dire que depuis les années 70, j'étais beaucoup plus marqué par des écrivains qui prenaient position pour un changement de situation sociale en Haïti. Et je cite particulièrement Jacques-Séphane Alexis, Compère Général Soleil, Les Arbres Musiciens et d'autres grands romans écrits par ce romancier très connu qui est mort sous la dictature de François Duvalier. Jacques Roumain, de Compère Général Soleil, le gouverneur de la Rosée, m'ont marqué comme des écrivains haïtiens. Et sur le plan, je dirais, régional, des écrivains latino-américains m'ont très influencé aussi. Je parle de Gabriel Garcia Marquez dans 100 ans de solitude, qui m'a beaucoup marqué lors de l'écriture de Cathédrale du mois d'août. Jorge Amado, un écrivain brésilien. Donc c'est entre la littérature latino-américaine et la littérature haïtienne, j'ai eu des influences très particulières. Et vous pouvez voir que dans Cathédrale du mois d'août, il y a à la fois le baroque latino-américain et la situation sociale haïtienne que j'essaie de décrire à travers cette œuvre, mais tout en intégrant des éléments de merveilleux. Jacques-Séphane Alexis avait parlé du réalisme merveilleux, qui n'est pas une thèse tellement connue et seulement les spécialistes ou les universitaires connaissent pour l'hygomène au réalisme merveilleux de Jacques-Séphane Alexis, mais je crois que c'est une approche théorique qui devrait être très connue par tout le monde, parce que ça ne se limite pas seulement sur le plan littéraire, ça va jusqu'à la production picturale aussi, parce que Jacques-Séphane Alexis, en écrivant c'est pour les Boumènes, a fait beaucoup d'expériences sur le plan de la société haïtienne, sur le plan de la culture haïtienne, et ce texte est un texte majeur pour comprendre la culture haïtienne dans ses éléments, dans ses fondements les plus principaux. Donc voilà autour de mes influences, voilà autour des écrivains que j'ai aimés, des écrivains que j'ai appréciés. Actuellement, il ne faut pas seulement rester au niveau de ces influences, il faut aller un peu au-delà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans d'autres œuvres, après Cathédrale du mois d'août, de retrouver ma propre personnalité et avoir une particularité dans le domaine de la créativité littéraire en Haïti. Le quartier de mon enfance, c'est Carrefour Feuille. C'est là que je suis né, au 342 de l'avenue Magloire-Amboise. Et c'est là que j'ai vécu pendant un bon nombre de temps. Je ne me souviens pas avoir trop de détails sur une enfance partagée entre deux femmes. C'est une enfance très particulière parce que les influences des femmes dans la genèse de la production d'un peintre ou d'un écrivain, c'est extrêmement, c'est beaucoup pour la production d'un écrivain ou d'un peintre. Et je crois que j'ai eu une influence féminine extrêmement importante dans mon adolescence. Et cela a marqué toute ma carrière de peintre et d'écrivain. Il y a des détails sur ces deux influences de femmes dans ma vie. C'est d'abord l'une qui est ma mère organique, et l'autre qui est ma mère adoptive. Et cela a beaucoup marqué
mon cheminement comme écrivain, comme artiste. Je pense que c'est à partir de là que j'ai pu retrouver la sensibilité première me permettant de voir le monde et non seulement de décrire le monde, mais d'essayer de trouver une manière de me transformer, d'aller au-delà de ce que j'ai vécu pendant un certain temps, d'aller au-delà de mon histoire, de vaincre mon histoire. Et la littérature m'a permis justement de vaincre une tragédie, de vaincre ce que j'ai vécu, de vaincre des problèmes qu'on a connus. Et de même que la peinture aussi, parce que j'avais fini par comprendre que quand on peint, quand on écrit, on retrouve son humanité. Et j'ai voulu toujours trouver mon humanité à travers ma production littéraire et ma production picturale. Donc, ce quartier m'a beaucoup influencé, c'est je crois pourquoi après l'exil, quand je suis retourné en Haïti aux environs des années 86, j'ai décidé, après mûre réflexion, de transformer le quartier, de transformer la maison familiale en une bibliothèque pour la communauté. C'est une manière de redonner à la communauté ce qu'elle m'a donné. Parce qu'éventuellement, on a toujours été protégé par cette communauté à un niveau ou à un autre, même si on n'a pas trop d'informations à ce sujet. Mais si on a vécu là pendant un certain nombre de temps, c'est qu'on a été protégé par cette communauté et on doit donner ce qu'on a reçu à cette communauté. Et j'ai pensé que la bibliothèque a été l'élément le plus important pour moi de partager avec cette communauté. Malheureusement, et comme nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de tragédies, et on n'a pas encore essayé de comprendre les causes fondamentales de cette tragédie-là. Malheureusement, après le tremblement de terre, la maison a été tellement fissurée que j'ai dû casser complètement toute la maison pour reconstruire une bibliothèque standard pour la communauté. C'est une expérience extrêmement difficile pour moi parce que je n'avais pas en tête l'idée que j'allais être responsable d'une chose aussi difficile, une reconstruction d'une maison paternelle, là où on a vécu pendant un grand nombre de temps, là où on a des souvenirs, là où on a tout son passé. Donc c'est difficile de vivre avec tout ça, pour voir que cela change de forme, cela change d'architecture. Donc il y a d'autres perspectives dans cet espace-là. Mais quand même, j'ai survécu à tout ça. J'ai essayé de vaincre les problèmes posés par l'espace. Donc on a construit avec l'aide de ma fille, qui a saisi l'idée, ma fille Nadège Gritande, docteur Nadège Gritande, qui a saisi l'idée, qui est professeure à l'Université de Californie. Elle a saisi l'idée, elle a mobilisé beaucoup de personnes aux États-Unis d'Amérique pour nous permettre d'avoir des moyens et mettre sur pied une bibliothèque moderne pour la communauté de Carrefour. Donc c'est ça un peu mon quartier. Mon quartier, c'est aussi la maison familiale. Mais dans une deuxième lecture, on peut dire qu'un quartier peut être le lieu de l'imaginaire de l'écrivain. Et mon lieu d'imaginaire, c'est la ville. C'est la capitale, la ville de Port-au-Prince, la cathédrale du mois d'août. En tout cas, la cathédrale est une structure architecturale et au milieu de la ville. Et tout dernièrement, j'ai été très frappé par un film qu'avait préparé Getty Felin. Elle m'a appelé pour me dire que je dois intervenir dans ce film. Et vraiment, j'ai été très émotionné par le fait que cette cathédrale-là a été très secouée, en fait, cassée même, et mise en terre par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est pour moi un grand choc
Parce que quand je revois et quand je relis la cathédrale du mois d'août, je vois qu'à l'intérieur de ce texte, et la cathédrale, c'est à la fois une structure de béton et une structure architecturale, mais c'est aussi l'homme. L'homme haïtien est cassé après le 12 janvier 2010. Donc il nous faudra retrouver l'identité de cet homme cassé, de cet homme systématiquement mis à bas, mis à terre. Il y a eu plusieurs exils. Il y a eu plusieurs exils dans mon existence. Il y a eu l'exil en 1980. Et j'étais au Petit Samedi Soir rédacteur en chef au Petit Samedi Soir. Et un ami m'a appelé, Jean Obéira, qui était rédacteur en chef adjoint, m'a appelé pour me dire qu'on était en train d'arrêter les gens le 28 novembre 1980 à Port-au-Prince. Il y avait beaucoup d'arrestations qui ont été déjà effectuées et qu'on recherchait d'autres journalistes. Donc on a dû aller à Fontamara, à la résidence de M. Fardin, pour lui parler de la situation. M. Fardin nous a dit de garder notre calme et qu'il pourra avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet et qu'il pourra nous informer pour savoir ce qu'on peut faire. Donc en sortant de Fontamara, j'ai dû aller chez Jean Obéira à la rue Lamar, je crois, à la rue Lamar. Donc c'est là que nous avions vu une voiture un peu suspecte qui, semble-t-il, attendait la venue de Jean Obéira. Et effectivement, pendant qu'on était à l'intérieur de la maison, quelqu'un, un sicaire du gouvernement de Jean-Claude Duvalier, est rentré de la maison pour arrêter Jean Obéira. J'ai dû intervenir, parce que j'avais une fougue à l'époque, j'ai dû intervenir pour demander à cet homme-là qu'est-ce qu'il était en train de faire. Est-ce qu'il avait un mandat pour arrêter quelqu'un, parce qu'à l'époque on parlait des droits de l'homme. Jimmy Carter à l'époque était le fervent défenseur des droits de l'homme, et les droits de l'homme étaient une politique qui permettait à la presse indépendante d'avoir beaucoup de marge et s'exprimer librement par rapport à la dictature de l'époque. Donc, en attendant cette déclaration que je demandais est-ce qu'il avait un mandat d'appel un mandat d'arrestation contre Jean Obéira. Il m'a emporté avec lui dans une voiture, dans une Peugeot, et depuis la voiture on avait commencé par me frapper à la tête. Et ce n'était pas vraiment des coups simples, c'était vraiment des coups très forts. Me frapper à la tête depuis la Peugeot, cela jusqu'à la caserne, jusqu'au caserne des Salines. Au caserne des Salines, quand je suis arrivé au caserne des Salines, on a continué à me battre, on a continué à me frapper. Et quand j'ai été voir le colonel Jean-Benoît Valmet m'a dit c'est le rédacteur en chef du Samedi Soir, c'est bien lui. On a fait une pierre de coups, disons, on a arrêté Jean Obéira, on a arrêté Pierre Coutante, les rédacteurs les plus principaux du Samedi Soir. Donc on nous a arrêtés, on nous a battus. Moi j'ai été vraiment frappé par les bourreaux du régime de Jean-Claude Duvalier. Après 5 jours passés en prison, avec des hématomes que j'ai eu au corps, et des boursouflures au visage, des choses à l'œil, on a dû nous transporter, disons, officiellement ou provisoirement en exil. J'ai rencontré le colonel Albert Pierre, dit Timoulé. C'est lui qui nous a appris qu'il a été décidé par le gouvernement ayant au lieu, il a été décidé de nous envoyer à l'extérieur du pays provisoirement. Cela était clair que c'était l'exil. Donc moi, personnellement, je n'ai pas été chez moi. On a dit que j'ai fait beaucoup d'esclandres, beaucoup de bruit pour aller rentrer le voisinage, à la rue Lamar. Donc on avait pensé que j'allais faire beaucoup d'autres bruits si j'étais monté à Carrefour chez moi et pour avoir mes vêtements. On a dû faire apporter les vêtements aux casernes des Salines. Donc c'est là que les casernes des Salines, à l'aéroport, j'ai dû être transporté, j'ai monté l'avion
Ma famille était là, mais je les ai vus de loin, à travers une vitre. C'est une image extrêmement douloureuse de voir sa famille, de voir ses proches, et on ne peut pas les voir de près, on ne peut pas les saluer, et vous sentez que vous allez quelque part et que vous ne savez pas vraiment, et ce lieu-là où vous allez, c'est l'ailleurs. Donc c'est vraiment l'exil. Et en exil, vraiment, j'ai connu des moments extrêmement difficiles. Si je suis encore là, je crois que j'ai beaucoup résisté, j'ai beaucoup vécu, mais en même temps, j'ai beaucoup lutté pour pouvoir être encore là. Donc l'exil m'a beaucoup frappé. Je crois que s'il nous reste encore une dizaine d'années, ou peut-être une vingtaine, on ne sait pas, à vivre, il me faudra écrire un livre sur les turpitudes de l'exil à New York. Voilà, je crois que mes lieux de souvenir, c'est ma maison, c'est la maison que j'ai héritée de mon père, c'est mon quartier, et c'est aussi la cathédrale de Port-au-Prince. Et la cathédrale de Port-au-Prince qui a été l'objet d'études de George Corventon. Il fallait aller au George Corventon pour comprendre la ville et de Port-au-Prince et comprendre aussi la cathédrale. Mais sur le plan de l'imaginaire, la cathédrale, c'est une structure religieuse certainement, mais c'est un élément à l'intérieur de l'espace urbain. Et cela attire non seulement la foi, mais c'est un lieu de rencontre sociale, c'est un lieu d'histoire aussi pour le pays. Et je me pose encore des questions pourquoi j'ai écrit ce roman avec ce titre, Cathédrale du Monde. Mon enfance est un peu, je dirais, enfouie dans ma mémoire parce que j'ai eu tellement de situations à gérer, j'ai eu tellement de choses à régler avec moi-même et avec mon environnement familial que je me suis dit qu'un jour, je devrais écrire quelque chose sur cette enfance qui est une enfance toute particulière. J'avais souligné tout à l'heure que je suis né entre deux femmes. Les tiraillements de l'une, les tiraillements de l'autre m'auraient un tout petit peu écartelé. Donc ça peut avoir une certaine influence aussi sur ma production, ça peut avoir une certaine influence sur moi-même, sur la construction de ma personnalité. Et je crois que j'ai choisi la littérature et les arts pour me retrouver, pour retrouver mon équilibre. C'est une enfance toute particulière dans le sens antillais du terme. Et vous avez beaucoup de femmes autour de vous. Et vous faites la navette entre la capitale et une partie de la province, c'est Léogane. C'est le lieu de la naissance de ma mère adoptive. Donc je crois que ça m'a très influencé de connaître en même temps les éléments caractéristiques de la capitale comme jeune, mais aussi de reconnaître aussi qu'il y a une autre partie de ce pays qui est la province avec ses caractéristiques, avec ses mœurs, avec ses coutumes. Donc aujourd'hui encore, je me pose des questions entre la culture de la ville et la culture de la province. Je suis influencé par ces deux éléments-là. Et s'il y a une partie en moi-même qui exprime un certain écartèlement entre l'espace urbain et l'espace des provinces, c'est justement en regard de cette histoire, de mon histoire avec mon enfance. J'ai toujours un certain retrait, une certaine réticence, une certaine prudence à parler de mon enfance parce que je n'ai pas encore trouvé la formule littéraire et la formule artistique
et la mieux adapter et pour pouvoir en parler très franchement. Devant la caméra maintenant, je suis obligé de dire que c'était une enfance très écartelée, c'était une enfance très pénible, c'était une enfance où j'ai dû faire le maximum d'efforts pour survivre. Et je crois qu'avec l'aide de parents avisés, j'ai survécu à un ensemble de situations complexes, j'ai survécu et jusqu'à présent, je continue à survivre malgré la situation de ce pays où il y a vraiment une précarité totale dans mon pays. Et c'est vraiment avec une grande douleur qu'on assiste à une situation où le délabrement général de ce pays vous porte à vous poser des questions. Qu'est-ce qui est à la base, quelle est la cause fondamentale de toute cette péripétie dans notre histoire? Sur le plan individuel, il y a aussi des péripéties. Sur le plan collectif, il y a beaucoup de péripéties dans notre histoire. Je me rappelle qu'au cours d'interviews que j'ai eues pendant que j'animais une émission avant le tremblement de terre, et vers les années 86, 87 jusqu'aux années 90, je rencontrais des spécialistes qui parlaient de beaucoup de choses, qui parlaient de Haïti comme un pays mythique, comme un pays qui connaît des épreuves, mais qui doit surmonter ces épreuves. Ce sont des épreuves normales que nous devons surmonter pour aller un peu plus loin. Un pays de lumière, comme on dit. Mais si on remonte à notre histoire, pourquoi Colomb, et j'ai toujours posé cette question, pourquoi Colomb dans son parcours de l'Europe et jusqu'aux Antilles s'est arrêté pratiquement en Haïti? Il est passé par d'autres pays, il n'est pas resté dans d'autres pays des Antilles, il est resté en Haïti pour découvrir les grandes richesses de ce pays et pour dire que c'est une merveille. Donc je pense que cette merveille-là dont on parle, il faudra que des recherches se font à tous les niveaux pour comprendre ce que, depuis Christophe Colomb, on a découvert dans ce pays et qui jusqu'à présent reste un mystère. Parce qu'il n'y a pas de recherche dans ce pays, parce qu'il n'y a pas d'approche scientifique sur le plan universitaire, on est en train de parler de poésie, on parle de la beauté d'Haïti, et on parle de choses littéraires concernant ce pays, mais il nous faudra avoir des recherches scientifiques sérieuses nous permettant de comprendre les richesses que nous avons dans notre terre, les richesses minières de ce pays, parce que paradoxalement, en même temps que nous voyons qu'il y a un délabrement général dans ce pays, c'est en même temps qu'il y a beaucoup d'Européens et d'Américains qui viennent non seulement pour nous donner un peu d'aide par rapport à la situation, mais pour comprendre ce pays et y vivre éventuellement. Donc moi je crois qu'il y a des recherches à faire pour comprendre la vraie réalité de ce pays, dont on dit qu'il y a beaucoup de richesses minières. Ce pays, c'est le paradis terrestre, c'est un pays organique. Donc voilà pour mon enfance. C'est une enfance écartelée, c'est presque à l'image, c'est presque une allégorie de ce pays très écartelé aussi. C'est des souvenirs très flous, parce que je crois que j'ai fait un maximum d'efforts pour que ma mémoire ne se rappelle pas trop de choses. Et quand j'essaie de pénétrer à l'intérieur de ma mémoire pour revoir ce que j'ai vécu pendant un certain temps de mon adolescence ou de la période préadolescence, je ne découvre pas trop de choses. Et la mémoire, c'est la chose la plus sensible qui soit. Des fois, ça vous donne des images, mais des fois, les images s'en vont. Oui, j'ai des souvenirs de communion. Mon père a toujours été un grand catholique, et ma mère aussi. Et ils ont voulu que je sois un grand catholique. Et j'ai passé par toutes les étapes pour devenir un grand chrétien. Mais dans le temps, j'ai eu d'autres expériences avec le marxisme, avec le matérialisme. Et j'ai été
j'ai été un militant marxiste pendant un certain temps. Pas dans un parti politique, mais théoriquement. J'ai partagé les idées du marxisme, le matérialisme dialectique, le matérialisme historique. Cela m'a permis au moins de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ce monde matériel dans lequel nous vivons. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre aussi qu'à côté de ce monde matériel, il y a une spiritualité à découvrir aussi. Parce que ce monde matériel n'est que le reflet d'un monde beaucoup plus spirituel. C'est la concrétisation d'une spiritualité plus haute. Donc c'est avec le temps que j'ai fini par comprendre tout ça. En revenant sur cette enfance, j'ai pu retrouver une image qui m'a extrêmement frappé. Et je n'aurais pas aimé terminer cette interview sans parler de cette image-là. C'était une femme qui vivait à la maison familiale à Carrefourfeuille. À l'époque, Carrefourfeuille était une zone particulièrement boisée, c'était une zone résidentielle. Donc, de cette petite maison qu'on avait là où il y avait beaucoup d'arbres, il faisait bon d'habiter dans une maison à Carrefourfeuille, à la salle à manger, quand la famille prenait un souper ou un déjeuner. Il y avait cette femme-là qui habitait dans la maison, qui s'occupait de certaines choses, mais qui était entre une ménagère et quelqu'un qui m'apprenait à lire, parce que c'était quelqu'un qui venait justement d'une famille bourgeoise et qui, en raison de certaines situations, n'avait pas pu continuer à vivre dans cette famille pendant plus de temps. Donc elle nous avait rejoint à la maison de Carrefourfeuille. Donc on avait de très bonnes relations. Mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que petit à petit se développait entre nous une espèce de sensibilité toute particulière. On se partageait une complicité de lecture, une complicité de chansonnettes françaises qui faisaient la mode à l'époque. Et pendant qu'on était à table, ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle avait commencé par déposer la plante de ses pieds extrêmement chauds sur mes pieds. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai découvert vraiment l'amour. J'avais, je crois, peut-être entre 15 et 17 ans. Et c'était là vraiment que j'ai découvert l'amour par la sensibilité des pieds. Et c'était une chose extrêmement de l'ordre d'une sensibilité extatique, quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que c'était ma première expérience avec le contact féminin. Cela m'a beaucoup marqué. Et quand dans le temps, j'ai vu des images iconographiques, par exemple l'image de la Vierge du Perpétuel Secours et qui retient son fils, et son fils perd une sandale, je me dis qu'il y a quelque chose d'extrêmement important que l'on sait peut-être au niveau de la religion, mais qui n'a pas été diffusé sur le plan général. La perte de rapport avec le pied, il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'initiation de l'homme. Il faut dire que la genèse de tout ça, c'est que depuis les classes secondaires, j'étais toujours porté vers la littérature. La littérature a été un lieu pour moi où j'ai beaucoup excellé, et même mes professeurs disaient toujours que j'étais un très bon élève sur le plan de la littérature française ou haïtienne. Donc avec le temps, ça a évolué. Et c'est après la lecture de 100 ans de solitude que j'ai fini par comprendre que, après les autres lectures que j'ai faites avant des écrivains européens, et j'ai vu qu'à l'intérieur de 100 ans de solitude, il y a un monde très particulier avec sa géographie, avec sa nature, avec ses particularités. Et ce monde-là a été décrit par
par Gabriel Garcia Marquez dans 7 ans de solitude. Cela m'a permis justement de tenter l'aventure avec Cathédrale du Mois d'août. Cathédrale du Mois d'août, c'est justement, il faut placer ce roman dans son contexte. À l'époque, j'écrivais comme éditorialiste dans Le Petit Samedi Soir. Le Petit Samedi Soir, c'était une revue hebdomadaire et indépendant sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Et on était au moins 5 ou 6 rédacteurs à travailler de façon assidue dans Le Petit Samedi Soir. Non seulement on faisait des reportages de la réalité haïtienne, mais aussi des fois on questionnait le domaine culturel aussi. Et ça nous apportait aussi à faire des lectures de textes qui à l'époque avaient une grande portée sur le plan littéraire et sur le plan social aussi, non seulement dans les Antilles, mais dans l'Amérique latine particulièrement. Donc j'ai écrit Cathédrale du Mois d'août après avoir lu 7 ans de solitude avec mes propres expériences, avec des particularités toutes spéciales pour prendre un peu de distance par rapport à 7 ans de solitude. Donc, mais c'était aussi pour moi une manière de prouver que la littérature pouvait servir aussi à un certain niveau, à une conscientisation, et comme on le faisait à l'époque avec le journalisme, on essayait de faire tout ce qui est possible pour conscientiser les jeunes par rapport à la situation socio-politique de l'époque. Donc Cathédrale du Mois d'août, c'est un peu ça, c'est un mélange du social, c'est un mélange du merveilleux, et c'est aussi mes expériences personnelles. Parce que Cathédrale du Mois d'août est écrit c'est un roman urbain. Je dis que c'est un roman urbain, avec les bidonvilles qui ont commencé par émerger à l'époque, avec la situation de personnages qui, dans une camionnette, engueulent d'autres personnes. Et ça exprime aussi la situation de la circulation de la ville, qui déjà à l'époque était très précaire. Donc Cathédrale du Mois d'août, c'est un peu tout ça, c'est un mélange baroque, du social, du merveilleux, et dans une perspective de renaissance de ce peuple. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'était déjà annoncé dans les années 80. Donc Cathédrale du Mois d'août, c'est un peu ça. Après Cathédrale du Mois d'août, j'ai Vin de soleil, qui est beaucoup plus intime, et qui est un roman qui est moins urbain, moins éclaté, moins porté vers la description de l'espace urbain que Cathédrale du Mois d'août. Et c'est important de dire ça parce que c'est un texte écrit et en exil. Quand on est en exil, on essaie de faire un effort pour se retrouver. On essaie de faire un effort pour chercher des moyens de survie, de vivre dans une situation extrêmement complexe de l'exil. Donc ce Vin de soleil, c'est une traversée pour comprendre ma vie, pour comprendre mes origines, pour comprendre ma genèse. Et j'ai retrouvé à travers Vin de soleil beaucoup de choses. Et il y a un critique, il m'a dit que est-ce que j'ai lu Dante dans la Divine Comédie, parce qu'il me semble qu'il y a, je ne l'ai pas encore lu dans la Divine Comédie, mais il me semble qu'il y a des relations entre ce que j'ai trouvé dans mon imaginaire dans Vin de soleil et ce que Dante Alighieri a pu trouver dans la Divine Comédie, qui est un texte très connu du XVIe siècle. Il me faudrait lire ce texte pour voir les relations entre Vin de soleil et ce roman de Dante Alighieri. C'est pour vous dire que dans l'imaginaire, on a beaucoup de choses dans l'imaginaire. L'imaginaire,
c'est quelque chose de très universel. Et quand on pense d'écrire quelque chose qui soit exclusivement haïtienne, mais cette chose peut avoir une dimension universelle et c'est peut-être décrit déjà par d'autres auteurs très connus. Et je pense que c'est mon cas dans le deuxième roman, Vin de soleil, qui a été publié par les éditions Mémoire et dont on parle beaucoup, mais c'est dommage qu'on ne peut pas trouver trop d'exemplaires de Vin de soleil, c'est relativement épuisé. Actuellement, j'ai un autre texte qui est déjà terminé et je pense soumettre ce texte au lecteur pour qu'il puisse donner une idée de mon évolution. Et là, je crois que entre Cathédrale du mois d'août et Vin de soleil, ce troisième roman doit montrer une autre dimension de ma créativité littéraire. Le tableau que vous voyez là, c'est un autoportrait que j'ai fait en 1991, pendant que j'étais en exil à New York, avec les angoisses qu'on a en exil, avec les douleurs. Je crois que Daniela Fédéral, tout dernièrement, a parlé des douleurs qu'il a pu découvrir en moi. Il était venu du Canada, et nous nous sommes rencontrés à New York, on a fait la route ensemble, on a visité beaucoup de choses à Manhattan. Mais dernièrement, il m'a dit qu'il a pu découvrir qu'il y avait une douleur à l'intérieur de moi. Et cette douleur ne m'a pas laissé. Jusqu'à présent, je vis avec. Et je m'adapte avec, finalement. Et en 1991, j'ai peint ce tableau. Et j'essaie de retrouver ce qu'il y a à l'intérieur de cette toile. Et à l'époque, en 1991, je fréquentais des peintres. J'allais à l'école à Manhattan, à l'école des Beaux-Arts à Manhattan, au Art Student League à Manhattan, et j'apprenais vraiment la cuisine de l'art. Donc c'est un tableau que je pourrais dire influencé par l'école néoclassique, dont Jacques-Louis David est le peintre le plus marquant de cette école. Et la composition du tableau dit beaucoup de choses sur l'influence de Jacques-Louis David. Mais quand je vais au-delà de la composition et autres choses formelles, et que j'essaie de dialoguer avec le tableau, je découvre qu'il y a beaucoup de choses. Au niveau des couleurs, et le costume noir a un symbole très particulier. Au niveau du fauteuil, il me semble que le sujet, le personnage, est un tout petit peu à côté du fauteuil. C'est comme quelque chose qu'il refuse. Au niveau du dialogue avec le spectateur, le regard est un tout petit peu biaisé par rapport au spectateur. Et au niveau de la gesture des mains, il y a une main qui va vers le bas et il y a une main qui monte vers le haut. Et la main qui monte vers le haut, c'est la main qui est du côté du cœur. Au niveau de la cravate, il me semble qu'il y a des hiéroglyphes. Donc, et si on parle de jeu de lumière entre l'ombre et la clarté, l'ombre vient de ce côté et la lumière vient de ce côté et l'ombre est de cette partie-là. Donc, dans cette toile, je crois que j'ai exprimé ma vraie personnalité, qui est un mélange de lumière et d'ombre, et qui est, je crois, dans chaque homme. Il y a toujours une lutte permanente entre l'ange et le démon. Il y a toujours une lutte permanente entre le bien et le mal. Et c'est à nous de faire le travail permanent pour pouvoir sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. C'est ce que je crois que j'ai fait durant toute ma vie à travers mes œuvres artistiques, à travers mon œuvre littéraire qui n'est pas une œuvre trop volumineuse, mais quand même qui est extrêmement intéressante dans la mesure où on va chercher les caractéristiques d'un homme qui essaie de trouver son humanité. Je m'excuse de répéter ce terme parce que pour moi c'est extrêmement important. Retrouver son humanité, c'est la quête non seulement de ma propre personnalité, mais c'est la quête de ce pays.
on doit retrouver notre humanité, c'est-à-dire nous reconstruire la personnalité primordiale que nous avions et nous remettre sur pied avec beaucoup plus de lumière, avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de méthode, avec beaucoup plus de géométrie. Je pense que c'est ça que j'ai voulu traduire à travers cette œuvre et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce tableau qui est un exemple parmi les autres que j'ai. Il y en a d'autres dans mes ateliers et je parle de mes ateliers parce qu'il y a, après le traitement de terre, je crois que j'en ai deux. Et là, je l'ai choisi pour venir parler de cet autoportrait qui est l'expression, je crois, de ma propre personnalité. Moi, je crois que l'insularité, si l'on pénètre dans ce terme, dans une première lecture, l'insularité, c'est très limité. On se limite à l'intérieur de l'espace géographique et on est comme cloisonné dans cet espace géographique fermé et très limité entre des eaux. Moi, je crois que on peut trouver aussi l'universel à travers la description de ce qui est réalisé sur le plan national. Maintenant, je crois qu'avec la mondialité, avec la mondialisation, il y a une grande tendance selon laquelle les particularités nationales doivent être mises à côté pour embrasser les grandes tendances de la mondialité. Je ne pense pas que le monde pourra évoluer dans une espèce de monotonie de la mondialité. Je crois très sincèrement, c'est à travers ces particularités nationales qu'on pourra vraiment trouver de meilleures formules pour un monde meilleur. Parce qu'on le veut ou non, la grande technologie occidentale, les grandes expériences historiques occidentales peuvent être importantes, mais en même temps, il faudra tenir compte de savoir-faire locaux, de savoir-faire nationaux qui pourraient au moins enrichir la mondialité. Donc je crois que l'insularité, dans une première lecture, ça nous limite, mais le nationalisme, dans une première lecture, ça nous limite aussi. Mais si on va un peu plus loin dans la quête de particularités culturelles nationales, et si on va un peu plus loin dans la mise en place d'une autre perspective qui ne soit pas une perspective folklorique des appareils culturels et nationaux, et bien on pourra justement donner à ce qu'on appelle la mondialisation des richesses beaucoup plus élaborées pour la constitution d'un monde qui soit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fraternel, beaucoup plus humain, en tout cas beaucoup plus naturel. Vous voyez qu'on retourne maintenant à l'écologie, vous voyez qu'on retourne maintenant à la nature, qu'on retourne aux pratiques culturelles aux pratiques culturelles naturelles, on retourne à l'écologie. Ça veut dire que depuis le 19e siècle, avec la révolution industrielle, il y a eu le profit derrière un ensemble de grandes découvertes sur le plan scientifique, et ce profit a complètement détruit la nature, a complètement mis à bas l'homme. L'homme est très écartelé, l'homme perd son essence particulière. Donc il nous faudra trouver des savoir-faire nationaux à l'intérieur même des îles, sans nous limiter géographiquement à l'intérieur de ces îles-là, pour pouvoir donner à cette mondialisation, à cette universalité, donner à tout ça des savoir-faire qui nous permettent de mieux comprendre l'homme, de mieux comprendre la nature, et pour permettre à l'homme de traverser cette épreuve-là que nous sommes en train de vivre durant ces derniers moments. Parce que la nature, la pauvre nature, ça connaît des situations extrêmement compliquées ces derniers temps. On voit des situations très catastrophiques que nous sommes en train de vivre.
Donc pour mieux comprendre cette nature, il nous faudra revenir à d'anciennes pratiques, ajouter certainement la science à ces pratiques, mais cohabiter ensemble et ne pas dire que la science cartésienne, c'est elle qui doit s'imposer aux autres. Le cartésianisme doit collaborer avec d'autres savoir-faire pour permettre justement au monde de connaître une dimension beaucoup plus spirituelle de son destin.